On se retrouve sur YouTube pour une nouvelle émission sur la mort de Claude François. Comme le petit papillon Icare, je vous rapproche au plus près de la vérité. On doit dire que la dernière semaine de Claude fut assez abominable dans l'ensemble général et je voulais vous parler, vous évoquer cette dernière semaine pour comprendre le mécanisme de mort pourrait, entre guillemets, être relié à cette mauvaise semaine, très mauvaise semaine. Oui, parce que Claude a passé une semaine entre le vendredi 3 et le samedi 11. Rien n'a été, je dis bien, rien n'a été. Et je voulais vous informer de cela, détail par détail. Bonjour à mon coco. Mon coco, c'est le fils de Claude François qui regarde ses émissions. Et aux Claudettes, bonjour à toutes. Carole Plumel, Prisca, donc de son vrai prénom Nadine, les autres Claudettes, donc Julie, Katie et tant d'autres. Et aussi Sylvia Borg, que vous connaissez sous le prénom de Dany Borg. Oui, ça devait être dit. Entre le vendredi 3 mars et le samedi 11, ça a été la pire semaine qu'a vécu Claude depuis ce début d'année 1978, où pourtant l'année avait très très bien commencé, mais il rencontre des difficultés à partir du vendredi 3 mars. Et ces difficultés vont l'entraîner sur une petite semaine, on va dire de poisse et de malchance, mais aussi une semaine surtout de nervosité. Claude, une semaine avant sa mort, commence à devenir nerveux, on va même dire hyper nerveux. Quand il est hyper nerveux, il prend des médicaments, il en prend plus, c'est très important de le dire. Tout d'abord, qu'est-ce qui ne va pas? Le vendredi 3 mars, Claude est en colère parce qu'il était au studio et écoutait une maquette qui s'appelle Bordeaux Rosé, c'est une chanson en anglais. Et quand il écoute cette chanson, tout était très ralenti, tout était très lent. Et il s'était déjà plaint à Jean-Pierre Bourter que toutes ces chansons devaient avoir du rythme, surtout pour les Claudettes. Mais là, Jean-Pierre Bourter, je dois le dire, il y est pour rien du tout. Claude s'énerve et décide de virer son guitariste Slim. Slim est renvoyé. Il veut le remplacer par un guitariste qui travaille dans l'émission Music and Music de Jacques Martin. Le problème est que Slim n'a pas reçu de salaire depuis novembre 1977 et que le virer n'est pas non plus la chose tout à fait idéale. Le 11 mars 1978, personne ne s'est posé la question si Claude s'était bagarré dans son domicile avec une personne. En effet, quand Michel Pleiber, qui est le numéro 1 de la criminologie française et qui travaille auprès du Quai des Orfèvres, donc le Quai d'Orsay si vous préférez, il se déplace en réalité pour une demande très précise, un relevé capillaire parce que Claude François a une bosse sur la tête, et aussi donner, excusez-moi l'expression, donner son avis sur un hématome à l'épaule qui semble un peu étrange. Oui, la police trouve cet hématome étrange en réalité, et plutôt que donner leur avis, ils demandent si le numéro 1 de la criminologie peut passer au domicile de Claude François pour évaluer lui-même si, effectivement, l'hématome qui est sur l'épaule de Claude pourrait provenir d'une chute. Michel Pleiber expliquera, selon lui, que Claude serait donc monté sur le rebord de la salle de bain et puis aurait commis une chute. Et cette chute aurait donc fait apparaître un énorme hématome. Un hématome à l'épaule. Un hématome, vous savez, ça peut très vite faire un caillot de sang, monter au cœur et vous pouvez mourir d'un hématome. Mais il a aussi une grosse bosse sur la tête. Donc la question, Claude s'est-il battu avec quelqu'un? Y a-t-il eu une dispute à l'intérieur de l'appartement? A-t-il pris un violent coup sur la tête? Ce violent coup pourrait être un coup de matraque ou un objet,
un objet qui a été frappé sur sa tête avec violence, un objet qu'on n'a pas retrouvé puisqu'il était cassé à son domicile. Et puis, la question, on doit le dire, c'est important, est-ce que Slim, son musicien, n'est pas venu régler ses comptes? Ça, on ne peut pas le savoir parce que c'est vrai qu'il ne payait plus ses musiciens depuis le mois de novembre et que, étant viré, son musicien est peut-être venu, et ça on ne le sait pas et on devait le dire. Réclamer tout simplement à son domicile son salaire. Je ne suis pas payé depuis des mois, Claude, vous me payez maintenant. Si je suis viré, je veux être payé immédiatement. Claude aurait pu le prendre sur un mauvais ton, lui dire de se barrer ou bien ça allait mal se terminer. Peut-être le ferait-il virer par un garde du corps, et là, une bagarre aurait pu éclater entre son musicien, pourquoi pas, et oui, Slim, qui était son guitariste, une bagarre sur des impayés liés à son travail. Que ça soit Slim ou quelqu'un d'autre, on pourrait alors expliquer plus facilement ces deux énormes chocs, un qui a créé un hématome et une grosse bosse sur la tête. Une fille dira en téléphonant que la grosse bosse était liée à une chute dans une salle de bain. Cette fille ne s'identifie pas, mais elle n'est pas Marie-Thérèse, elle n'est pas Kathleen, elle est surtout la toute première personne au monde à s'être manifestée sur le téléphone personnel de la sœur de Claude François et nous parlant d'un tout autre accident. Le problème est de savoir si, à un moment donné, à la force de virer son personnel, Claude s'est pas retrouvé dans une bagarre à l'intérieur de son domicile, où son musicien Slim, ou son chauffeur qui avait été renvoyé et remplacé par un nouveau chauffeur, mais aussi une personne de son secrétariat avait été virée, liée à des objets mystérieusement qui disparaissaient. Parce que c'est le vrai problème. En réalité, ces objets qui disparaissent vont mener Claude François à enregistrer auprès de son service une note de service très particulière, se plaignant d'objets régulièrement qui disparaissent, mais surtout des objets de sous-vêtements comme slip. Oui, les sous-vêtements, c'est des slips. Caleçons, slip, tout ce qui est intime des sous-vêtements, c'est ce qui est très intime. D'étranges sous-vêtements appartenant à Claude ont disparu. Claude engueule aussi sa nouvelle habilleuse. Il avait une nouvelle habilleuse, Martine, qui travaillait déjà depuis un moment pour lui. Il avait réintégré Martine au mois de mars 1978, puisqu'il n'était pas certain de garder Sylvie Mathurin. Il n'y avait pas de certitude que Sylvie resterait son habilleuse. Ainsi, forcé par le groupe Claude François de réintégrer en tant qu'habilleuse Martine, Martine redeviendra un peu l'habilleuse officielle de Claude quelques jours avant sa mort. Pourtant, on voit que la décision n'était pas prise puisque Claude part avec Sylvie Mathurin en Suisse. Et il existe des clichés photographiques qui prouvent que Sylvie l'a maquillée, notamment pour l'émission Daydreamer en Suisse, et donc qu'elle n'était pas renvoyée. D'autre part, une note de service du mois de février de Claude précisait qu'il n'était pas question de renvoyer son habilleuse Sylvie Mathurin. Trop tôt et dangereux, disait-il. Oui, elle lui fournit des médicaments depuis longtemps, sans ordonnance. Elle ne se fait pas payer, elle est bénévole. Bon, tout pourrait lui tomber sur le dos. Mais cette semaine se passe pas vraiment autour de Sylvie. Non, il ne se plaint pas d'elle, il n'y a pas de note de service ni des Claudettes, ni de Sylvie. C'était à préciser, il n'existe aucune note de service, par exemple des Claudettes, ou de Sylvie Mathurin, ou d'autres personnes. Non, non, il y a 3 personnes qui doivent disparaître de sa vie, son chauffeur, son musicien Slim, et enfin une personne de son secrétariat qui ne comprend rien de ce qu'il dit, et c'est régulier. On parle d'un nom, un prénom, Guy. Guy doit partir. Pourtant, c'est ce même Guy qu'il a au téléphone, et avec qui il semble s'entendre ce jour-là. Est-ce que Guy lui a téléphoné pour finalement essayer de s'excuser, de rediscuter de tout cela? C'est vrai que au téléphone, Claude François reçoit un coup de téléphone de Guy, sans doute qu'il peut y avoir eu une nouvelle entente entre eux. On doit faire attention parce que Claude virait son personnel, mais il reprenait les mêmes personnes parfois une semaine après.
se disant finalement qu'il avait eu tort de les virer. Et d'ailleurs, dans la semaine du 3 au 11, une personne qu'il avait virée depuis de nombreux mois est réintégrée dans ses services. Une personne est réintégrée. On ne sait pas pourquoi, il virait des gens, des mois, et puis soudain changeait d'avis et réintégrait des personnes. Claude a une semaine très difficile. À partir du vendredi 3, il s'aperçoit que des objets ont disparu chez lui, des objets et même des choses très intimes. Il en fait part d'ailleurs à son entourage, dans son bureau du boulevard Exelmans, expliquant qu'il y a des choses qui disparaissent chez lui et il est énervé, il est agacé, dira-t-il. Il est même sur les nerfs, expliquera-t-il. Donc on comprend mieux sa mort si on voit la semaine qu'il a eue assez compliquée. Le samedi 4 mars, le lendemain, il prend la décision, toujours très énervé, d'écrire une note de service, pour qu'on n'oublie pas tout ce qu'il a dit le vendredi 3. Dans sa note de service, il rappelle une nouvelle fois, mais cette fois-ci par écrit, que des sous-vêtements intimes, des choses lui appartenant, ont disparu. Et ça, il est loin d'en être heureux. D'ailleurs, il explique qu'à partir de maintenant, plus personne ne doit avoir ses clés de son appartement, et surtout prendre la décision de venir dans son appartement sans son consentement. Il le dit, à partir de maintenant, quand vous entrez dans mon appartement, c'est moi qui décide si vous avez le droit d'entrer ou pas. La nuit du 11, Claude découvre une lumière sous sa porte. Il s'apprêtait donc à redescendre pour appeler la police. Inquiet, y a-t-il un cambriolage au 46 boulevard Exelmans? Finalement, il prend son courage à deux mains, ouvre la porte et il trouve Kathleen avec un trousseau de clés. Il avait fait une note de service, il ne voulait vraiment plus personne dans cet appartement, même pas Kathleen avec un trousseau de clés. Il lui demande alors « Que fais-tu avec ce trousseau de clés ?» Elle lui explique qu'elle avait conservé un double et puis elle avait oublié de lui en parler. Il lui demande alors de lui redonner ses clés. Peut-être lui explique-t-il d'ailleurs que des choses ont disparu et qu'il n'apprécie pas que quelqu'un soit dans son appartement. Ça, on ne sait pas s'il lui a dit, mais il y a quand même eu une note de service. On comprend mieux cette confrontation entre Claude et Kathleen sur des clés, simplement les clés de son appartement. C'est dans le journal de sa mort qu'un journaliste expliquera toute l'histoire de ce trousseau de clés, où Claude évidemment était en colère de trouver Kathleen à l'intérieur de son appartement. En effet, on dit que Kathleen aurait pu la rejoindre, mais il était question de la rejoindre en bas de l'immeuble et de l'attendre quelque part, mais pas dans l'appartement. Et comme Claude avait des objets qui avaient disparu, des objets intimes lui appartenant, eh bien, on ne peut pas dire que Kathleen a été vraiment la bienvenue cette nuit-là. Et c'était à dire aussi. Nous allons voir maintenant l'acte de décès de Claude, et je vais vous parler d'une chose très intéressante. En effet, un journaliste qui cherchait l'acte de décès, une copie pour pouvoir le lire, s'est trouvé bloqué à la mairie de Paris quand on lui a dit le 13 mars qu'il n'y avait pas de certificat de décès, alors que Claude était mort le 11 mars. Le 14 mars, il se présente, il n'y a pas, monsieur, de certificat de décès, nous sommes désolés, dans nos archives, il n'y a pas de certificat de décès de Claude-François. Le 15 mars, jour de l'enterrement, le journaliste se représente, on lui redit la même chose, nous sommes désolés, nous n'avons pas de certificat de décès de Claude-François. Le 15 mars, en fin d'après-midi, même problème, alors que la mairie s'apprête à fermer, Claude-François était alors enterré dans le cimetière de Danemois, et pourtant, malgré qu'il était enterré, il n'y avait toujours pas d'une façon légale de certificat de décès. Quand je dis certificat, on devrait dire, par rapport à une mairie, acte de décès. Parce que c'est vrai, si je vous dis certificat de décès, on va penser au certificat du pompier. Alors je dois être plus professionnel et vous parler d'acte de décès. En effet, dans les mairies, il s'agit d'un acte et pas d'un certificat. Et là, peut-être que le mot était mal employé et je m'excuse. Oui,
ce journaliste qui voulait simplement jeter un œil sur l'acte de décès de Claude François, mais qui certifie donc, eh oui, sa mort, est étonné que le 13, le 14, le 15, il n'y a pas d'acte de décès de Claude François. Pourtant, il était enterré à ce moment-là. Et il était tout à fait logique, puisqu'il était enterré, qu'il y a au moins minimum en mairie un acte de décès. Ne pouvant prendre connaissance de cet acte, il s'inquiète et menace d'une lettre en haut lieu. Le lendemain, le 16 mars, Geneviève Laban rédige le certificat, moi je dis l'acte de décès, ça sera quand même plus professionnel en mairie. Cet acte est fait, mais évidemment vaut aussi comme une sorte de certificat, nous sommes d'accord, bien que c'est même beaucoup plus valable en mairie que fait par un pompier. Mais l'acte de décès, donc le 16 mars, va apparaître. Une mention étrange va apparaître qu'en réalité, cet acte de décès avait été rédigé secrètement, on va dire, le 13. Et pourtant, il était inaccessible le 14 et le 15. Et c'est suite à une menace d'un journaliste d'écrire une lettre en haut lieu que le 16 est apparu cet acte de décès qui était transparent dans le système judiciaire français. Quand on dit judiciaire, les mairies représentent la justice, le droit. Bien sûr, c'est eux qui s'occupent de tous les actes importants. C'est ça que j'entends par judiciaire, justice. Non, c'était quand même étrange. Pas d'acte de décès le jour de la mort de Claude, il est mis donc dans son caveau familial, et alors qu'il est dans le caveau, il n'y a aucun acte de décès de Claude François, aucun. Il est imaginé, son cercueil, il est déposé dans le caveau, et pourtant officiellement il n'y avait pas, le 15 mars, le moindre acte de décès de cette super vedette. Tout est réglé finalement par Geneviève Laban le 16 mars, où apparaît pour la première fois l'acte de décès. Mais malgré tout un peu sous la pression des journalistes, en tous les cas d'un journaliste, qui cherchait quand même à en prendre connaissance. Alors que l'acte de décès devait être publié, finalement le journaliste renonce, puisqu'il en voulait une copie en urgence pour la publier, et finalement, entre-temps, l'actualité avait changé, on était dans la politique, et son journal n'était plus intéressé. Trop long pour avoir cet acte de décès. Plusieurs jours, Claude meurt le 11, son acte de décès arrive le 16, c'est quand même loin après la date. En plus, il a fallu supplier tout le monde de voir cet acte de décès. Ça a un petit peu, c'est vrai, fatigué le monde des journalistes, on doit le reconnaître. Nous allons voir cet acte de décès ensemble, et nous allons voir l'acte de décès en gros plan, et je vais couper ma caméra. Alors nous allons voir en gros plan, voilà en gros plan, et voici le certificat de décès, qui est un acte de décès, je précise, mais qui vaut vraiment comme un super certificat, c'est le moins qu'on puisse dire. Voici cet acte de décès vu de loin, c'est-à-dire scanné, je l'ai scanné. Maintenant, on va le voir d'un peu plus près. Et nous voyons effectivement ce qui est écrit. Alors, je vais vous le lire. Le 11 mars 1978, à 14h40, 5 minutes, est décédé en son domicile du 46 boulevard Exelmans Claude François, né à Ismaïla, entre parenthèses, Égypte, pour les gens qui ne connaissent pas. On donne une date du 1er février 1939, mais c'est la date des archives qui ont brûlé. Et pratiquement tout le monde dans cette région-là avait la même date de naissance. Artiste de variété, c'est précisé, fils de Aimé François décédé, donc son père, Aimé c'est son père, et de Lucie Eugénie Mazzei. Mazzei, donc, était une Italienne, pour que vous puissiez comprendre. Elle est la veuve, et oui, de Aimé François. Elle est sans profession, c'est précisé, domiciliée à Paris dans le 16e, au 86 boulevard Exelmans. Elle est divorcée, voilà, pardon, il est divorcé, pas elle, puisqu'elle, elle est veuve, il est divorcé. Ils auraient pu écrire il, mais on sait que dans les termes administratifs, tout est coupé. Il est divorcé de Jeannette Edith Wolcott. Donc, ce certificat, qui est en réalité un acte de décès de mairie, est dressé le 13 mars
1978 et nous voyons qu'il sera accessible à partir du 16 mars 1978. Tout ça a été fait par Geneviève Leban. Nous voyons ici le tampon, mairie annexe. Nous voyons 16e arrondissement, ville de Paris. Nous voyons que c'est une mairie annexe qu'il a déclaré mort et c'est la mairie annexe de son quartier. Alors c'est quoi une mairie annexe? C'est une mairie, une petite mairie appartenant à son quartier du 16e arrondissement. Voilà l'acte de décès. Vu de loin, ça nous donne donc une idée. Oui, cet acte de décès que j'appelle de temps en temps le certificat, mais à ne pas confondre avec le certificat de décès du pompier, puisque ça on ne l'a jamais vu. On parle au SAMU de Paris qu'il y a un certificat de décès du pompier, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu ce qui est écrit sur le certificat de décès du pompier. Mais la mairie annexe, donc une mairie annexe, c'est à préciser, précise l'heure de sa mort. Et si nous regardons à nouveau, regardez, nous voyons une heure précise, 14h45, est décédé en son domicile du 46 boulevard Examens, Claude François. Voilà. Toutefois, on doit dire qu'il y a quand même un léger souci. Si nous regardons cet acte de décès, nous voyons que tous les noms de Jeannette apparaissent, Jeannette Edith Walcott. Nous voyons que Lucie, tous ses prénoms apparaissent, Lucie Eugénie Matzey, mais petit problème, c'est pour Claude. Dans cet acte de décès, on voit Claude François, mais on ne voit pas son deuxième prénom. On est alors étonné que son deuxième prénom n'apparaisse pas dans son acte de décès, puisque pour Jeannette comme pour sa mère, tous les prénoms apparaissent. Mais curieusement, un des prénoms de Claude n'apparaît pas. C'était à préciser. Jean-Pierre Foucault dira que Claude s'appelait Claude Marc Antoine François, puis sa mère dira qu'il s'appelait Claude Marie François, il portait un nom de fille. Alors il s'appelait comment ce deuxième prénom mystérieux qui n'apparaît même pas dans son acte de décès? Si nous regardons, je vous l'ai montré, une petite mèche rebelle, voilà une petite mèche qui est rebelle, je m'excuse, je me recoiffe. Si nous regardons attentivement l'acte de décès, nous voyons Claude, le prénom, et puis François. Mais c'est la seule personne dans cet acte de décès où n'apparaît pas tous ses prénoms. Mais juste Claude. Il n'y a pas les autres prénoms. Alors pour Jeannette et Lucia, puisqu'elle s'appelle Lucia en italien, apparaît tous ses prénoms. Lucia, Eugénie, François, Jeannette, Edith, Walcott. Et pourtant pour Claude, son deuxième prénom n'apparaît pas. Et c'était à préciser car c'est un petit détail quand même qui est petit mais qui est très important. Oui, on est étonné que dans un acte officiel n'apparaît pas tous les prénoms de Claude François. Cet acte est-il un vrai acte de décès? Car il manque quand même un de ses prénoms et comme il n'apparaît pas, c'est tout de même bien étrange. Mais n'oublions pas que la France n'a jamais attesté que Claude François était né en Égypte. Ainsi, il manque peut-être un de ses prénoms qui a été déclaré en Égypte et non validé par la France. Enfin, toute une histoire qui est à dormir debout, où on se retrouve avec un artiste qui a un seul prénom, Claude, et où on se retrouve avec sa mère qui a deux prénoms et un nom de famille, et finalement Jeannette qui a ses deux prénoms et un nom. Et oui, vous savez qu'à l'époque, les gens avaient 2 ou 3 prénoms et puis un nom de famille. C'est comme ça. Regardez votre pièce d'identité française. Sur votre pièce d'identité française, vous aurez sans doute 2, voire 3 prénoms et un nom de famille. Mais pour Claude, alors qu'il possède un autre prénom, donc selon sa mère Marie, selon
Jean-Pierre Bourter, dans une émission, il avait dit Marc, Claude Marc-Antoine, Claude Marie, Antoine. Donc difficile de dire s'il avait 2 ou 3 prénoms officiels, puisque dans son acte de décès n'apparaît qu'un seul prénom. Et tous les autres, qu'ils soient 1, 2 ou 3, ont été oubliés. Seul le prénom de base a été retenu. Mais un acte de décès bien étrange que n'apparaît pas son état civil complet. Cherchons pas à comprendre. Un acte de décès qui arrive tout de même le lendemain où il est enterré. C'est-à-dire que le jour où il était, quand on dit enterré, mis dans le caveau, le jour où il était mis dans le caveau, officiellement il n'était pas mort, Claude François, puisque dans les archives il n'y avait pas du tout le moindre document spécifiant sa mort et l'heure de sa mort. Et c'est un journaliste qui a obligé finalement à pousser l'information et à demander l'acte de décès. Comme ça, vous savez tout. Et peut-être que si aucun journaliste ne l'avait demandé, on n'aurait toujours pas d'acte de décès de Claude François. Peut-être l'avait-il oublié pour vous faire rire, bien que ce n'est pas leur genre d'oublier une telle chose. Ou alors désirait-il attendre un peu avant de le déclarer mort pour toucher plus d'impôts. Rions un peu, ça fera du bien. Dans la mort de Claude François, nous voyons le cercueil. Voilà. Regardez bien Jean-Pierre Bourter, qu'on doit voir peut-être sur cette photo. Alors on le voit mais très très mal tout à l'arrière. Alors regardez bien plutôt Paul Lederman, puisqu'on voit vraiment mieux Paul Lederman. Jean-Pierre, je crois qu'on le voit un tout petit peu. Paul Lederman est complètement sur la gauche. Regardez bien, il ne regarde pas le cercueil, il tient Madame François, et regardez bien, il regarde du côté d'un de ces photographes. Je vous ai montré la dernière fois qu'il y a beaucoup de photos où il regarde de l'autre côté. Alors pourquoi? Parce que nous savons qu'il a drogué sa mère dans l'église d'Auteuil et que sa mère a reproché à M. Lederman d'avoir été jusqu'à user de drogue. Nous pouvons le voir ici par cette photo où il a administré en l'église d'Auteuil de la drogue par la bouche, et vous voyez l'autre main, il a le médicament, l'ouverture du capuchon plastifié du médicament et la drogue qu'il a mis dans sa bouche. C'est vrai que la mère de Claude François contestera l'existence de photos où elle s'écroule, elle expliquera qu'elle avait été droguée contre sa volonté. Nous voyons cette photo, nous voyons que Paul Lederman, regardez bien, cherche au loin, il cherche au loin son photographe pour la photo où elle est complètement écroulée. Elle est écroulée, mais c'est surtout de la mise en scène. Le problème de la mort de Claude François, c'est vrai, on doit le dire, c'est qu'elle a été sous gérance, elle a été préparée, peut-être un peu trop préparée d'ailleurs, on doit le dire, c'est une mort qui a été préparée, au sens où on peut voir que les Claudettes étaient encerclées de 2 hommes, regardez bien, vous voyez, il y a 2 hommes avec donc des blousons noirs. On voit Sandra qui est en train de pleurer et qui s'effondre. À l'arrière-plan, on voit Sylvia Borg, que vous connaissez sous le prénom de Dany. On voit Prisca, donc son vrai prénom Nadine. On voit Sylvie Mathurin qui est en larmes. Et là, toutes les Claudettes sont encerclées d'hommes. Il y a eu une gérance de la mort de Claude François, que ce soit dans les informations extérieures comme intérieures. Tout a été contrôlé et tout a été entièrement géré, et de l'extérieur et de l'intérieur. Ce qui rend complexe la mort de Claude, si tout a été géré de l'intérieur comme de l'extérieur. Ça rend complexe les choses parce qu'on se dit, à ce moment-là, si tout a été géré, comment on peut savoir ce qui est vrai finalement? Comment peut-on savoir ce qui est vrai? Je vais baisser un petit peu le certificat de décès, comme ça on le voit. Voilà. Comment peut-on savoir ce qui est vrai dans la mort de Claude, quand un certificat de décès le prétend mort un jour après son enterrement? Quand des journalistes peinent à avoir une copie de ce certificat de décès dans la vraie histoire? Quand tout a été géré, les Claudettes, quand Paul Lederman a géré la mort de Claude François jusqu'à droguer sa mère,
Et puis, chercher dans toutes les photos, on voit qu'il cherche quelqu'un pour prendre la photo du siècle. D'ailleurs, il est beaucoup plus préoccupé par quelqu'un qui cherche, c'est-à-dire un photographe, plutôt que par sa mère. On voit qu'il ne regarde pas la mère de Claude François. Il est préoccupé par quelque chose d'autre. J'avais déjà publié une autre photo. Il existe un film Super 8 où en effet on voit qu'il est préoccupé et il regarde tout le temps dans une direction et à plusieurs reprises. C'est un vrai problème, la mort de Claude François, qu'elle a été gérée par M. Paul Lederman, puisqu'on sait que plusieurs années avant, 8 ans avant, il avait proposé à Claude de se faire passer pour mort. Ça avait été jusque-là, de rédiger un faux certificat de décès fait par un hôpital, et c'est l'hôpital qui va refuser, expliquant que c'est contre-productif et qu'il n'était pas question que Claude sorte mort de cet hôpital, c'est-à-dire dans un cercueil vide, mais qu'il sorte en bonne santé et que l'hôpital serait gagnant dans sa productivité. Les gens viendraient. C'était un hôpital privé, donc il est évident que c'était plus intéressant de pouvoir louer des chambres. On se dit, si Claude François est venu, après France Gall, des grands artistes vont venir se faire soigner s'il y a un problème. Oui, c'est un vrai problème tout ça, parce que c'est pas clair. Ce qui est pas clair, et je laisse le certificat de décès, c'est-à-dire l'acte de décès, mais qui vaut quand même comme super certificat. Oui, on n'a pas, que les gens comprennent, je répète beaucoup le mot certificat depuis tout à l'heure, parce que je vous explique pourquoi. En fait, pourquoi je dis toujours ce mot, un peu étrange, c'est parce qu'on n'a pas de certificat du pompier. Comme il n'existe aucun certificat de décès du pompier, on est obligé de prendre pour référence l'acte de décès comme certificat. Mais bon, c'est pas malgré tout un certificat de décès, c'est un acte de décès. Ça veut dire que les gens en mairie n'ont jamais vu Claude François mort, et ne sont pas médecins et ne pourraient pas attester réellement qu'il est mort. Ce n'est qu'un acte, si vous voulez, lié à l'administration. Mais les gens qui travaillent en mairie, ils n'étaient pas dans l'appartement à voir tout ce qui se passe. Donc un acte de décès n'est pas un certificat au sens réel. Un certificat, c'est des gens qui ont vu mort Claude François. Un acte de décès, c'est une mairie qui va remplir un acte dont eux n'ont jamais vu Claude François mort. Personne dans cette mairie annexe n'a vu Claude mort. C'est un acte, ça vaut pas grand-chose, c'est juste un acte. Ça ne peut pas remplacer un certificat de décès de pompier qu'on n'a toujours pas vu. On l'attend, je dis, monsieur Fabien Lecoeuvre, on l'attend le certificat de décès du pompier, puisqu'il l'a rempli de sa main, on l'attend. Mais évidemment, comme il l'a rempli de sa main et que dessus il n'y a pas d'attestation ni de signature de médecin légiste, comme il n'y a pas la signature du médecin légiste, eh bien on comprendrait qu'il y a quelque chose de louche dans la mort de Claude, car un pompier ne peut pas rédiger un certificat de décès sans le médecin légiste. Et évidemment, comme il n'y avait pas de médecin légiste, eh bien le certificat de décès, on ne l'a jamais vu. C'était à dire aussi. Alors vous allez me dire, Marc Herman, tu l'as fait exprès de parler de certificat de décès pour en venir à l'acte. Je vous dirais quelque part un peu parce que, en effet, je voulais vous parler de ça dans l'émission, et donc ça m'a quand même servi. C'est très important de comprendre que Claude virait de plus en plus des gens autour de lui. Il faisait le nettoyage de son environnement personnel, et il a passé une semaine terrible à nettoyer et virer quand même 3 personnes. Il a viré 3 personnes en une semaine. Alors on ne sait pas s'il n'y a pas eu une bagarre, si quelqu'un n'est pas entré dans cet appartement pour frapper Claude François, c'est-à-dire lui mettre un grand coup du côté de l'épaule, peut-être avec une batte de baseball ou quelque chose, et puis un grand coup dans la tête, et même jeter sa tête dans le bain. Jeter sa tête dans le bain pour le noyer, en disant salopard, tu m'as viré. Et ils y ont peut-être 1 ou 2 personnes jeté la tête sous l'eau en disant tu vires tout le monde, on en a marre. Il y a peut-être eu une grosse bagarre ce jour-là. Et Claude s'est peut-être battu à l'intérieur de son appartement, et puis ils lui ont mis la tête sous l'eau, il a pris de l'eau, et tout simplement il a eu l'embolie pulmonaire. L'eau était dans les poumons, il est ressorti, s'est étouffé un peu. Marie-Thérèse a appelé son médecin personnel, et il ne s'est pas déplacé. Peut-être même savait-il qu'il y avait eu une simple bagarre et ne s'est pas déplacé. Oui, parce que c'est Michel Pleiber qui pense que Claude, en montant sur le rebord de la salle de bain, est tombé et s'est fait et la bosse sur la tête et l'hématome. Mais on ne peut pas en être sûr.
il a quand même viré 3 personnes en une semaine et il y a peut-être eu un règlement de compte dans son appartement. Des gens qui viennent réclamer leur salaire, comme Slim, le, le guitariste, qui n'était pas payé depuis le mois de novembre et qui est venu lui dire: écoute, tu m'as viré, donc maintenant tu me payes. Tu me payes, tu me dois de l'argent. Et Claude a peut-être dit: non, non, je te paye rien, je t'ai viré, je te dois rien du tout. Et donc le type, il a peut-être mis un coup de batte de baseball ou quelque chose qu'il avait, un objet, dans l'épaule, sur la tête, il a peut-être pris sa tête, l'a peut-être mis sous l'eau. Slim aurait pu faire ça, son guitariste, comme d'autres personnes qui ont été virées. Un de ses chauffeurs aussi a été viré. Un de ses chauffeurs plutôt balèze aurait pu lui foutre la tête sous l'eau en disant: tu me payes pas et tu me vires, mais ça va pas ta tête. On ne doit pas écarter la possibilité que Claude ait eu un règlement de compte dans son appartement et une grosse bagarre. Oui, parce que c'est Michel Pleiber qui a donné sa version de l'hématome et de la bosse qui pense que Claude a fait une chute, mais il a quand même viré 3 personnes qu'il ne payait pas. Donc, comme c'était des hommes, ces 3 personnes pouvaient tout à fait venir pour lui régler son compte, en disant: tu nous dois du pognon, maintenant tu payes, Claude, et tout de suite. Et il a peut-être dit: non, vous vous barrez, vous êtes chez moi, il y a violation de domicile, je vais appeler les flics. Il suffit qu'il ait pris de haut, Claude, et qu'il les ait pris pour des cons et en plus n'ait pas voulu payer. Eh bien, il s'est pris un hématome sur le bras, il s'est battu avec quelqu'un. Et ça, le fait qu'il s'est battu a été écarté. Mais c'est une thèse qu'on ne peut pas écarter de sa mort, qu'il se soit battu avec quelqu'un. Pourquoi pas même avec Kathleen, expliquant que elle devait partir de sa vie, c'était terminé avec elle. Et au lieu d'une longue conversation de mariage, il y a peut-être eu une bagarre dans la salle de bain. Une bagarre, elle s'est peut-être même bagarrée avec lui. Et elle a peut-être même mis accidentellement la tête sous l'eau, on ne peut pas savoir. On ne l'accuse pas de cela. Mais on doit tenir compte, c'est pour ça que j'ai fait cette émission, de l'hématome et la bosse sur la tête, et au fait le fait qu'il a viré 3 hommes et qu'il ne payait pas depuis novembre. Il est possible que quelqu'un soit passé à son domicile et ait dit: Claude, tu me payes tout de suite, j'ai été viré ou je te casse la tête. Et Claude a peut-être pris les choses de haut comme il avait tellement l'habitude de le prendre. Tu dégages, ou j'appelle les flics, ou mon garde du corps va te tabasser. Et puis qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Il l'a frappé un grand coup dans l'épaule, il a eu un hématome, puis un grand coup dans la tête, il l'a à moitié assommé. Puis le bain était à peu près rempli, il a jeté la tête sous le bain. Et il a dit: salaud, je te noie, espèce de pourriture, tu m'as pas payé, je te tue, connard. Et oui, car on doit pas oublier, pardon, la possibilité, je cherchais le mot, possibilité, qu'il y a eu une bagarre dans son domicile. On ne peut pas non plus vraiment à 100% dire que les choses se sont passées comme ça. Mais vous comprenez, Claude virait des gens et en plus il ne les payait pas. C'est Michel Pleiber qui explique que les coups qui sont sur le corps de Claude François, les coups, l'hématome et la bosse sur la tête, c'est une chute. Il n'en sait rien. C'est peut-être une bagarre. Tout le monde nous dit que c'est une chute. Et ça s'est peut-être pas passé comme ça. Il y a peut-être eu une bagarre, puisqu'en une semaine, il a viré 3 hommes autour de lui qui faisaient partie et qui ne payaient pas en plus. Donc, possible que ce jour-là, quelqu'un ait cogné à sa porte, puis a discuté avec lui, et puis a demandé son argent tout de suite. Voilà, on est samedi, je veux mon fric tout de suite, tu m'as viré, ou tu me donnes mon pognon, ou je te casse la tête. Et Claude, on sait qu'il prenait toujours les choses de haut. Il a peut-être dit: t'es en violation de domicile, tu dégages de mon appartement ou j'appelle la police. Il suffit que Claude l'ait pris de haut, ou même qu'il ait insulté une personne qui l'ait viré, parce qu'il insultait parfois les gens, pour que le type l'ait attrapé par les cheveux et lui ait balancé la tête sous l'eau, alors que le bain était rempli, et l'a tapé avec un objet sur l'épaule. Oui, parce que personne n'a pensé que la mort de Claude François serait liée simplement à une dispute, à une bagarre avec quelqu'un à l'intérieur de son domicile. Et pourtant, il avait des traces de coups sur le corps. Un énorme hématome que même Michel Pleiber avait du mal à expliquer. Il expliquera que c'est vrai que l'hématome était un peu gros. Et que selon lui, l'hématome pourrait provenir de la chute. Il n'en était pas certain. Puis il y a la grosse bosse sur la tête, où on sait qu'une fille a téléphoné en disant que Claude avait soi-disant glissé dans sa baignoire et qu'il avait une grosse bosse sur la tête. Comme il a été retrouvé les cheveux trempés selon le témoignage de Sylvie Mathurin, il est peut-être tombé sur quelqu'un qui s'est bagarré dans l'appartement avec lui, tout simplement. Tu m'as viré, tu me donnes de l'argent, tu me payes ou je te casse en deux. Et puis comme le bain était rempli, il a mis la tête sous l'eau, ce qui expliquerait alors les cheveux mouillés. Il aurait pris un violent coup du côté de l'épaule, ce qui aurait créé un hématome,
puis Claude se serait peut-être défendu, battu, et là elle aurait pris un violent coup derrière la tête, et puis le type aurait peut-être traîné son corps, et l'aurait peut-être jeté, donc tout nu, dans sa baignoire, et lui aurait placé ensuite la tête sous l'eau, lui disant qu'il n'avait pas payé, etc., qu'il peut crever, il n'en avait rien à foutre. C'est comme ça qu'il y avait lieu à Paris des règlements de compte basiques, bêtes, parfois des amis s'entretuent pour quelques francs, quelques billets. Et on doit, dans la mort de Claude François, je voulais en parler, le dire que cette piste est possible. Parce que, on doit le dire, et c'est la conclusion de cette émission, venez pour les autres, Claude a été retrouvé, tout de même, le corps violenté. Oui, le corps physique de Claude François a été violenté. Une énorme bosse sur la tête, on ne parle pas d'une petite bosse. Donc un violent coup sur la tête. Et au-delà de l'énorme bosse sur la tête, un gros hématome, prenant presque tout l'épaule. Un hématome difficile à expliquer même pour Michel Pleiber, spécialiste du crime et des dossiers Messrine. C'était Marc Harriman. À bientôt pour la suite de ces émissions, exclusivement sur YouTube. Et merci Monsieur Garcia, Giovanni, j'ai reçu votre lettre, où encore une fois, vous m'avez complimenté. Et j'espère que toutes ces émissions à venir vont vous intéresser, parce que c'est pas fini. La mort de Claude, c'est pas fini. D'ailleurs, on reviendra sur une saison en boucle, où on donnera plus d'éléments. Mais là, le certificat de décès... Non, 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 vous allez rigoler. Vous allez dire, tu nous fais une blague. Oui, je le fais exprès. L'acte de décès, je vous ai appris à différencier le certificat de décès et l'acte de décès. En conclusion, c'est quoi un certificat de décès? Vous aurez appris ça. Ce sont des personnes qui ont réellement vu mort Claude François et qui font un certificat de décès, donc un pompier. Le problème, on n'a jamais vu son certificat parce que dessus, il n'y a pas de signature du médecin légiste. Donc, on saurait qu'il y a quelque chose de vraiment louche dans sa mort. Donc, on nous propose, au lieu du certificat de décès, un acte de décès fait dans une mairie annexe, publié après son enterrement, ne rigolez pas, et en plus sur la demande et la volonté de certains journalistes qui en avaient marre d'attendre. Ne rigolez pas. Une mairie annexe dont personne n'a jamais vu Claude François mort. C'est toute la différence entre un acte de décès où personne ne voit le mort et un pompier avec un certificat de décès sans signature du médecin légiste.